Allez, go, 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 c'est parti. C'est soit ça va bien se passer, soit c'est la garde à vue. C'est au choix, d'accord? Nous sommes quand même le deuxième département le plus criminogène après le 9-3. Voilà. Voilà. Bonjour monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît. En Guyane, c'est l'Amérique du Sud, donc moi je me sens comme un Américain. Qui c'est le capitaine? Nationalidad? Je suis brésilien. Brésilien? Oui. C'est facile de trouver de la drogue ici Ah, c'est hyper facile. Hyper facile. C'est trop facile d'ailleurs. Nous avons des tentatives d'homicide qui sont caractérisées avec des blessures extrêmement graves. Vas-y, derrière le 106. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrête de me faire chier. Sans respecter les autres, c'est ça le truc. Moi je respecte tout le monde. Personne n'aime les keufs ici. Depuis bien longtemps, dans l'imaginaire métropolitain, la Guyane, c'est le bagne, l'esclavage, la jungle. Alors, dans l'Hexagone, Cayenne a mauvaise réputation. Ici, on est en Amérique du Sud. Rien ne ressemble à la métropole. Et pourtant, nous sommes dans le plus grand département français. Il est juste à 7000 km de Paris. On pourrait se croire au Brésil, et pas seulement à cause du carnaval. Certains Guyanais ont la fibre sud-américaine et un tempérament assez impulsif. Cayenne arrive en tête des villes françaises au classement des violences contre les personnes. Coups et blessures, vols, agressions, braquages, homicides. En 2012, il y en avait 4 fois plus que dans la région de Marseille. En première ligne, la police s'active. Mon adjudant, si vous voulez vous dispatcher, il y en a un qui peut se mettre avec les gars là. Donc moi j'arrête dans les deux sens. Vous intégrez le dispositif les gars au milieu. À Cayenne, il y a plus de 20 000 clandestins. Ils sont là en famille et le commandant Von Biller doit constamment leur rappeler qu'ici on est en France et qu'il faut respecter la loi française. Vous les faites souvent ces contrôles? Alors une fois par semaine, à différents endroits de la ville, différents horaires. C'est surtout essentiellement pour les armes. Ce qu'on regrette ici, c'est que c'est un peu habituel et coutumier d'avoir ce qu'on dit les sabres, les coupe-coupes. Soit à portée de main, soit dans les coffres de voiture, parce qu'au moment des bagarres, ça évite que ça soit sorti tout de suite. On a énormément de blessés avec des coups de sabre. Pas de couteau? Non. D'accord. C'est une zone qui est dite sensible ici? Oui, je dirais même la plus sensible. Ici, on est sur un axe stratégique, donc sortie du centre-ville. Et là derrière, vous avez ce qu'on appelle le squat, donc ce sont des bidonvilles. Squat dit de la Matine. Vous avez du guyanien, ce qu'on appelle les Anglais, et du Surinamais. Et plus seulement du brésilien. Et maintenant, on a des conflits de groupes et de nationalités. Comme partout ailleurs, les jeunes Cayennais prennent vite de mauvaises habitudes. Vous voulez jouer avec nous, jeune homme, ou quoi, là? Bah alors pourquoi t'accélères? Non, je crois pas. Non. Ok, c'est bon, on a compris. Non, vous savez pas, sinon vous seriez pas venu là. La carte grise, il reste là le scooter, la carte grise. Ah bon? Pourquoi vous n'avez pas le casque? Quand vous ne le mettez pas, vous l'avez dans les mains? Non, mais pas de s'arrêter. Vous l'avez retiré à l'instant? Pas de casque, pas de papier. La police embarque les scooters. En ville, ils sont presque tous trafiqués. La routine pour ces policiers. Donc ça, plus le défaut d'assurance, ça va faire l'objet d'une mise en fourrière et d'un démontage avec saisie administrative des pièces qui ont servi à augmenter la puissance du moteur. Là, il est monté à 140 km/h. Normalement, d'origine, il monte à peu près à 60 km/h. Et la réglementation française, c'est on doit rouler à 45 km/h. Ça fait 2 motifs pour aller en fourrière. Le défaut d'assurance et le moteur modifié. Tu comprends? D'accord. Petit attroupement à quelques mètres. Un jeune homme est sorti du bidonville avec son pitbull. Allez, écartez-vous, mettez-vous plus loin là-bas. Non, monsieur, vous restez là, voilà. Allez, jeune homme, allez. Allez chercher les documents du chien et une pièce d'identité qui va avec. Il faut que je vérifie que vous avez le droit d'en avoir un également.
C'est un chien de catégorie 1, pitbull. Ils doivent être stérilisés quoi qu'il en soit, déclarés en mairie, assurés, et les personnes qui le promènent doivent être majeures et sans casier judiciaire, tout comme le propriétaire. Donc là, on demande, il n'y a rien qui est en règle. Donc on est sur une série de délits qui est passible de garde à vue. Donc normalement, c'est confiscation du chien par le parquet et théoriquement, euthanasie. Voilà. Et amende pour le propriétaire? C'est tribunal correctionnel. C'est plus que des amendes. C'est même de la prison. Donc on va voir, le propriétaire dit qu'il est en règle, mais c'est déjà pas en règle parce qu'il est non stérilisé et il a 9 mois. Est-ce qu'il y a une de vos patrouilles qui peut venir sur la Matine, là où on est sur le contrôle routier, pour prendre en compte un catégorie 1, là, un staff, enfin un pitbull même? Ils font chier. Si c'était un blanc, ça se passerait pas comme ça. Ça suffit, ça suffit. Il y a assez de problèmes avec ce chien. Cette famille d'origine brésilienne n'a aucune idée des règles appliquées en France. Allez, jeune homme. Tu veux que je le prenne au lasso ou... Mais vous allez pouvoir le récupérer, il n'y a pas de souci, monsieur. Madame, oui, je madame, sais bien, mais... vous leur dites que ça se passe bien, sinon c'est garde à vue. D'accord? Et le chien ne sera jamais rendu. D'accord? Non mais vous êtes fous, personne n'emmène mon chien. Monsieur, c'est soit ça va bien se passer, soit c'est la garde à vue. C'est au choix. D'accord? Mon chien ne part pas. Ok? Il n'embarque pas mon chien. Ne me touchez pas, c'est le chien de mon frère. On est en train de vous arranger là. D'accord? Elle n'a pas dit que c'était à vous. Ok? Non mais il est en règle, le chien en règle, il a tous ses papiers et tout. Vous ne les avez pas? Ça mange les papiers. Ne t'énerve pas, il va montrer ton visage. Tá? A tua mãe vai lá, tudinho, legal, assina o papel. Voilà. C'est plus sage comme ça? Carnet de vaccination, vaccination en règle. Vai lá no veterinário, tudinho. Et vous serez obligé d'aller le faire stériliser. On est d'accord? Sur ce genre d'histoire, ça aurait pu, en métropole, ça serait monté beaucoup plus haut encore. Vous pensez que ces chiens sont utilisés pour des combats ici? Non, ici, non, ici, il n'y a pas ça. Pas de combat non plus pour le chien de François Besse, mais beaucoup de travail. Hey Cook. Hop, Cook. Cook travaille pour la douane. Il officie à l'aéroport de Cayenne. Tous les jours, des vols d'école pour Paris. Un bon moyen d'envoyer de la drogue en Europe. Ça va très vite. Et s'il y a une odeur particulière qui sort de la valise, quand j'appuie dessus, ça fait sortir des molécules. Les molécules sont presque compressées en fichier zip, j'allais dire, dedans. Alors quand on appuie dessus, on décompresse le... Là, c'est plus des fois volatile. Il est où le jouet? Il est où le jouet? C'est le jouet que je vais voir, hein? Une fois, il a réagi, mais là-bas. Et moi, je n'avais pas vu. C'est un manutentionnaire qui l'a vu gratter. Et il y avait 2 kilos dedans de cocaïne. En plaque qui imitait la forme de la valise à l'intérieur. Ce qu'on appelle un double fond, en fait. C'est le jouet que je veux voir. Et il était où, ce jouet? L'avantage du tapis roulant, c'est tellement ludique pour lui que même s'il ne trouve rien, il a passé un bon moment. Là, vous voyez, là-dedans, c'est normalement de la nourriture. La façon dont il réagit, il ne gratte pas, il se lèche et babine. Bon, on va faire un tour aussi en salle d'embarquement. La Guyane est proche des zones de production de cocaïne. Les frontières sont plus que poreuses, avec des milliers de kilomètres de jungle. Il est où le jouet? Il est où le jouet? C'est le jouet que je vais voir, oui. C'est le jouet, Cook, oui. Qu'est-ce qu'il y a là? Là, cherche. Il y a un marquage, un fumeur. Et en plus, dans la région, beaucoup de gens fument de la marijuana. Alors le chien n'arrête pas. Voilà. Voilà. Bonjour monsieur, vous allez me suivre s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'ai fumé avant de venir, c'est pour ça. Vous avez quoi? J'ai fumé avant de venir. Ouais, bah voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Viens, Cook, viens. Vous allez me suivre, on va faire procéder à un petit contrôle. Est-ce que vous en avez dans votre valise ou... non, le chien ne va pas vous lâcher. Hein. Ah non, pas du tout. Bon, ben, c'est ce qu'on va boire. Est-ce que vous avez quelque chose dans le slip? Le sachet d'herbe ou tout ça, on a l'habitude de trouver là. Mais j'ai rien, franchement, j'ai rien. Je suis venu en vacances. Le flair du douanier avant l'embarquement. Bonjour monsieur. Montrez-moi votre carte d'embarquement.
Merci. Avez-vous des marchandises à déclarer à la douane? Rien du tout. D'accord. Ce n'est pas une question de look, mais plus d'attitude. Monsieur? You come this afternoon from Saint-Laurent? Yeah. With Taxico? D'accord. Chacun sa méthode et ses secrets pour détecter un passeur, une mule, qui aurait avalé de la drogue ou l'aurait caché dans ses bagages. Non, attendez. Vous suspectez quelque chose là-dedans? Par rapport aux coutures, elles sont refaites là, par rapport à là, original, avec de la colle. On va des morceaux de colle là. Là pareil, c'est joli là et là ça a été refait. Voilà. Moi avec du carbone pour essayer que ça ne se voit pas quand ça passe à la machine au rayon X. Donc il y a une enveloppe et dedans il y a la poudre, elle est directe. Ouais, elle est directe là. D'accord monsieur, donc la poudre blanche, ok. Si ça verrou bleu, c'est de la cocaïne. Voilà, donc bleu. Monsieur, donc il est 20h25, vous êtes mis en retenue douanière à compter de ce jour 16 janvier à 20h25 dans le cadre d'une procédure concernant un flagrant délit douanier constitué par des faits d'exportation sans déclaration portant sur des marchandises dangereuses pour la santé, moralité, sécurité publique, en l'occurrence des stupéfiants. Le passeur, résigné, regarde ses espoirs d'une vie meilleure s'envoler. Voilà. Donc, monsieur, 1,123 kg. D'accord. C'est clair que Cayenne est un point d'entrée en Europe pour le trafic de cocaïne. Et donc nous, on travaille beaucoup à la sortie du département de Guyane à destination de Paris. Et cette semaine, ça a été une semaine riche en affaires, puisque lundi, 3 personnes ont été interpellées, mercredi, 1 personne, jeudi, 1 personne, et aujourd'hui, vendredi, 2 personnes. Donc c'est une semaine bien remplie. C'est quelqu'un qui peut gagner combien sans ce transport? 1,123 kg de cocaïne peut toucher facilement une commission de 5 à 10 000 €, oui. Il y a beaucoup de gens, malgré une peine d'emprisonnement souvent qui récidive. Les trafiquants ne comptent pas seulement sur leurs mules. Ils inondent les colis de cocaïne. C'est un colis qui a été sélectionné suite à un marquage franc du chien anti-stupéfiant. Il a été posté en Guyane et il est destiné à la métropole. Alors, il contient des pièces auto. Là, on constate que par rapport, c'est un axe qui est graissé, hein, qui paraît neuf. En revanche, les 2 extrémités sont différentes. Hein. Donc là, on va s'assurer que les axes ne renferment pas produits stupéfiants. Tout est bon pour faire passer de la drogue. En ce moment, la mode est aux pièces auto. Il y en a. Il y a effectivement quelque chose. Hein. Oui, il y a quelque chose. Voilà, bon, là, tout ça, ça va. Alors voilà, donc là, vous avez la réaction très caractéristique de la cocaïne en présence de ce test, quoi. En fait, un bleu vif, un beau dosage, je pense que ça, c'est une cocaïne bien pure, quoi. Au niveau du fret ou du colis postaux, on l'a saisi, je veux dire, souvent. Je ne dis pas quotidiennement, mais souvent. On dépasse les 200 kilos sur une année en cocaïne, oui. Le gros marché, quand même, c'est l'Europe. On est proche de pays de production, de la zone de production, donc on est un pays de transit. C'est la bonne qualité, celle-ci. Hein. On va reboucher, on va reconditionner, de telle manière à ce que le colis reparte et éventuellement, si c'est possible, attraper le destinataire. À la nuit tombée, les rues de Cayenne se vident. Et dès que l'on s'éloigne un peu du centre-ville,
les lumières disparaissent. Comme tous les soirs, les policiers de la BAC sont sortis. Dans cette ville d'à peine 60 000 habitants, ils connaissent tous les recoins. Vous y reconnaissez dans ce genre de village? Ah bah oui. On connaît bien ici. Qu'est-ce que vous avez sur vous? Ce quartier s'appelle Chicago. Il ne vit que la nuit. Jeune homme, vous devriez rentrer chez vous, ça sert à rien. Il va pas vous laisser rentrer dans la discothèque, c'est pas la peine. Rentrez chez vous, ça ira mieux, d'accord? Les bars, les prostituées, la drogue, on trouve de tout à Chicago. Ça va sur le port, sur le côté là. On va voir les craqués. Là, on va dans une petite zone où on va rentrer dans la zone des craqués. Ils sont violents, les craqués Entre eux, oui, mais avec nous, il n'y a aucun souci. Après, là-dedans, dans la mangrove, il y en a plein qui sont là, ils ont 100 moustiques sur toi déjà. Ah, bien sûr. Ah oui. Entre la gangue, entre le palu et tout, eux, ils ont rien. Ils ont rien. Toi, tu tombes dessus, tu chopes toutes les maladies. Alors, ça, les toi, chercheurs devraient aller pour être immunisés. Ouais. Peut-être que le crack, ça doit immuniser parce que... Allez, on va le contrôler. Allez, laisse-le en lumière. Allez, c'est parti. Ça va? La forme? Vous avez quelque chose sur vous? Vous avez quelque chose sur vous, du crack, quelque chose? Crack? Oui. Tu as? Give. On a 3 déjà. Nationalidad? Je suis brésilien. Oui. Ici, pour eux, c'est bien. Quoi. Avec 3 fois rien, ils peuvent s'envoyer en l'air en permanence. Là, il y en a pour... Il n'y a pas 10 € là. Tu l'as acheté où ça? Je l'ai acheté à Chicago. À qui tu l'as acheté? À un Rasta du Suriname. Il y en a beaucoup. Oui, voilà. Anglais Rasta. C'est un Anglais, ton gars. C'est pas un Dominicain, c'est un Anglais. Non, Anglais. Anglais. Dans la rue, tu l'as acheté? Oui. C'est parce que... En fait, quand j'y suis allé, il y a un monsieur qui m'a interpellé. Et toi, viens me voir. Là, il y en a 3. J'ai acheté un seul caillou que j'ai coupé en 3. Ah, c'est toi qui l'as coupé? Oui. C'est pour fumer un peu plus. Tu vois, pour 5 €, c'est un gros caillou. T'as perdu. T'as perdu. C'est le jeu, hein? On va pas t'emmener ce soir. Parce que tu nous as donné des renseignements, donc on te laisse là tranquille. D'accord? Il n'y a pas grave. Tu l'embarques, le pot, ça lui sert à rien. C'est l'autre qu'il faut trouver, l'anglais. Le crack, c'est la drogue du pauvre. À Cayenne, il y en a partout. Et les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Les bars se remplissent. Eric Rickenbayer, le chef de la BAC, connaît déjà la suite. Ça va commencer à s'animer. Et là, il va y avoir une population de jeunes qui viennent écouter de la musique. Et généralement, ça se finit toujours par des bagarres, des jets de bouteilles. Arrête-toi. Arrête. Jeune homme, vous levez s'il vous plaît, venez avec moi sur le côté. Venez avec votre joint, vous le mettez sur le côté avec moi. Comprenez ce que je vous parle? Venez avec moi sur le côté s'il vous plaît. Vous êtes en train de fumer du stupéfiant, donc venez avec moi sur le côté s'il vous plaît. Lâchez-moi. Arrête de me faire chier. Là, c'est bon. Je vous ai demandé de venir. Vous voulez faire le show? Voilà. J'ai rien fait là, qu'est-ce que vous avez? Vous êtes en train de fumer du stupéfiant, donc voilà. Ne me dites pas, vous avez rien, vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire, d'accord? Alors vous calmez. C'est ce que vous avez dans vos poches? J'ai rien dans mes poches. Videz vos poches. Tournez-vous s'il vous plaît. Tournez-vous s'il vous plaît. T'en penses? Dans cette zone, dite de la crique, le moindre petit contrôle peut vite dégénérer. Ça rigole plus là? Sors le flash. Ça venait d'où? Ça venait de derrière, c'est ces abrutis qui sont derrière, qui ont balancé une canette juste parce qu'on est en train de faire notre intervention. Ils sont derrière en fait. TN de Baxan, on demande du renfort à l'entrée des bars dominicains de la crique. Reçu? Oui, donc on a reçu 2 projectiles alors qu'on procédait à un contrôle. Ils ne voulaient pas qu'on contrôle leurs collègues, donc ils nous ont balancé 2 canettes. Il y a ceux qui cherchent les embrouilles et il y a la grande majorité des Cayennais qui, ce soir, fêtent dans la bonne humeur
les Touloulous. Être Touloulou, c'est se déguiser et être la reine du bal. Il faut qu'on soit méconnaissable. Et donc c'est nous qui invitons les hommes à danser. Pas le temps de faire la fête pour la BAC. Deux jeunes, armes à la main, ont braqué un homme devant une discothèque. Il y a deux individus qui viennent de l'Est, qui partent vers Becker. Vas-y. Ils repartent vers Québec-Colomb, deux individus, bien attendu. Vas-y. Vous pouvez me rappeler qu'il y a un avec les deux individus. Un coulis avec les cheveux longs, vêtu d'un haut blanc à manches longues. Mettez fort. Un noir, c'est celui qui avait l'arme de poing. Là, ça court. Ça court, ça court, ça court, ça court devant. Ça court devant, là. Stop. Par où est passé le gars? Un gars avec un t-shirt blanc. Non, j'ai rien fait. Je vais être calme, monsieur, je vais être calme. Je vais être calme, mais bien attendez, monsieur, je vais être calme. Je suis calme, monsieur, je suis un gars sur quelqu'un. T'es calme? Je suis un gars sur quelqu'un. Bien sûr. Tu braques les gens et t'es calme. Le flash sur la voiture. Tu la fermes, d'accord? Viens avec moi, viens avec moi. Mais ça, je vais prendre ça. Je vais prendre tes savates. Un interpellé, un autre individu. Si tu bouges, Steph, reste avec lui, je vais refaire le chemin. Maintenant, il faut retrouver l'arme et le deuxième suspect. Après, il faut que je fais ça n'importe où. Ah, voilà le deuxième. Allez, lève-toi. Lève-toi! Dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. J'arrive, j'ai rien. J'ai rien. Ça dépasse? Ouais. Moi, j'ai plus les miennes. Dis-le. Ouais, c'est bon. Ouais. Ouais, il s'en est débarrassé quand je lui courais derrière, en fait. C'est une réplique, hein, en fait. C'est un truc à billes, en fait. Ça fait peur quand même pour ça. Ben oui, si la victime elle se retrouve face à ça, elle se dit que voilà, c'est pas un fou. En plus, il tient même pas. Ils ont mis du scotch. On dit que c'est toi. C'est toi qui avais le flingue. Regarde, le flingue, il a ton flingue. C'est toi qui as braqué. Le gars, il t'a reconnu. Tout le monde t'a vu. Tout le monde vous a vu. C'est clair. Ouais, je veux bien. C'est avec mes collègues. Fais attention, il a été palpé. Ben voilà, on a les deux auteurs, présumés bien sûr, l'arme et la victime qui va s'empresser de reconnaître les deux auteurs. Ah, il va y avoir une confrontation. Bah, pour les suites de l'enquête, oui. Mais enfin bon, en plus le secteur est sous vidéo, donc ça fait beaucoup d'éléments à charge contre les deux individus. Non, viens. Passe là devant, C'est fait. Il a passé les menottes devant, l'autre. Il a passé les menottes devant. Non, c'est bon. Dès qu'il voyait le commissariat arriver, il avait des envies de faire pipi. De partir peut-être. C'est oui ou non? Tu es quelqu'un qu'on a avec ta famille ou pas? Mais là, à cette heure-là, oui personne ou non? ne va rappeler. Tu es majeur, c'est oui ou non? Non, ça va. Merci. La victime, encore sous le choc, va tenter de reconnaître les deux suspects. Le grand, j'ai des doutes, mais le petit, je suis sûr que c'est pas lui. Je vais regarder. Tiens, tu surveilles? Alors? Le grand, je pense pas, à moins qu'il... C'est marrant parce qu'ils ont reconnu tous les deux. Ils ont reconnu tous les deux? Oui, ils ont reconnu tous les deux vous avoir attaqué. Le grand, ouais. Voilà. Après, voilà, là, c'est dans l'état où ils étaient quand ils vous ont agressé. Ok? Ok. Allez, pour moi, c'est bon. Sorti pisser, et il y a deux gars qui sont arrivés, un semi-auto et l'autre, il m'a dit fais voir ce que tu as dans le portefeuille, machin, il s'est servi. Il a regardé mon téléphone, ça lui plaisait pas, c'était pas un iPhone, il me l'a laissé, et puis ils se sont barrés. Tout simplement. Donc vous avez vu une arme, vous avez eu peur?
J'ai pas eu peur, j'ai géré la situation. J'ai dit bon, il a une arme, j'en ai pas, je suis pas G.I. Joe, voilà. Après j'ai eu un moment d'hésitation, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Je prends le sable dans ma voiture, je fais le tour, je leur tombe dessus. J'ai dit ça sert à rien, le 17, la police, ces messieurs ils sont payés pour ça. Souvent ces petits jeunes, on les a vus monter tout doucement. Ils ont commencé par des petits arrachages de chaînes pour les dames âgées, pour les petits jeunes qui passaient. Ils ont commencé aussi sur des téléphones portables, ils ont tout arraché. Puis ils ont pris confiance en eux et petit à petit ils sont montés jusqu'à se munir d'une arme et de monter au braquage, quoi. Voilà, c'est le cheminement normal sur Cayenne. Fin de nuit. Le calme semble revenu sur Cayenne. C'est l'heure où les gendarmes prennent le relais. Donc demain matin, nous sommes missionnés par la compagnie pour une opération dans le cadre d'un trafic de stupéfiants. Pour info, la tête du réseau, la nourrice et le transporteur. Je veux le 14 janvier pour 6 h mener un assaut fulgurant sur les domiciles des targets. Donc les photos, donc ça c'est la première target, c'est Yankee là, et ça c'est Jocelyn. En sachant que Jocelyn là sur la photo il a des dreads, mais la photo est pas récente, il aurait plus de dreads et il serait un peu plus joufflu. Les hommes du groupement d'intervention de la gendarmerie, le GIGN local, se préparent. Rien ne doit être laissé au hasard. Les trafiquants sont souvent armés, ils ont des guetteurs. Il faut être discret et aller vite. Allez les gars, on se met dedans de suite, on réfléchit à ce qu'on a à faire. On a 2 minutes de trajet, on est sur l'objectif. Vous débarquez, on temporise, on forme la colonne et une fois que la colonne est formée, on monte. Ok, avance, là. Ok, top. Ok, progression. Allez, go, 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 c'est parti. Allez. Je prends l'escalier en compte. Ok. Ok, il target à gauche. Sortez-le, sortez-le, sortez-le. Calmez-vous, calmez-vous. C'est quoi ton nom? Ok, sortez-le. C'est lui? On va confirmer. La terrasse, tout ça, c'est ok? Le groupe d'intervention sécurise les lieux et va bientôt passer la main aux gendarmes chargés de l'enquête et de la procédure. Mais c'est mon bras cassé. J'ai entendu. Tiens, mets-lui un loup. Assieds-le, voilà. Ah, si, restez assis. Voilà, assieds-le, tranquille. Voilà. Il y en a qui me filme de me bien fouiller la piole là. Qu'on puisse envoyer le maître chien un peu. Le maître chien? Oui. Monsieur, taisez-vous s'il vous plaît. Elle sera pas dans la chambre, on vous sortira. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok. Je suis l'enquêteur. Vous êtes placé en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Trafic de stupéfiants? Je vais vous expliquer, il n'y a pas de souci, d'accord? Donc là, vous avez des droits. Vous avez droit à médecin si vous le désirez. C'est pas une obligation, mais vous pouvez. Et vous dites s'il y a des problèmes de santé. Je termine. Vous avez le droit à un avocat également. Ok? Avocat commis d'office ou avocat désigné par vous si vous le désirez. Bon, descendez les gars. C'est bon, descendez. Le premier objectif est atteint. Le chef de réseau présumé est interpellé sans dommage. Les hommes du groupement d'intervention vont maintenant tenter d'arrêter son complice, qui transporte et stocke la drogue. C'est tout de suite à gauche. Gendarmerie! Gendarmerie! Tiens! Jocelyn, il est où Jocelyn? Il faut pas que je sois en retard à l'école. N'inquiétez pas, vous serez pas en retard. Allez, go! C'est là qu'on me demande faire et je vais voir. Il y a une arme. Jocelyn, une roue de... Ouais, oui. C'est fréquent qu'il y ait des armes... C'est régulier. Hein. Encore là, bon, en regardant de plus près, c'est vraiment une arme de chasse. Habituellement, ils sont tous à canoncier, quoi. Comme ça, ils les mettent dans des petites sacoches qu'ils mettent en bandoulière et ils peuvent faire des braquages avec. Quoi. Le deuxième suspect est interpellé. Succès total ce matin pour les gendarmes. Donc à 6 h, on a tapé le premier objectif dans le cadre du trafic de stupéfiants. Et ensuite, on s'est déplacé sur le deuxième objectif où on avait mis en place d'abord un premier bouclage au cas où ça bouge.
Et on a interpellé notre deuxième objectif. Pour les enquêteurs, pour eux, c'est du 100%. Maintenant, on attaque les phases de perquisition pour essayer de trouver des stupéfiants et des armes. D'ailleurs, on a trouvé une arme sur cet objectif. Ici, en Guyane, il y a souvent des interventions comme ça. 2 à 3 fois par semaine. Au milieu des forces de l'ordre cagoulées, les enfants de la maison partent à l'école comme si de rien n'était. Et la perquisition se poursuit. Le chien cherche et doit trouver. Les enquêteurs savent que la dernière livraison a été cachée ici. La maison est passée au peigne fin, sans résultat. Mais à l'extérieur, changement de programme. Pas touché. Élégant. T'as vu comment il a gratté le sac? Ouais. Donc, quand il fait ça, normalement, c'est qu'on a gagné quelque chose. Ja. Yes. Matière. Des gros paquets. Ouais. Il faudra le peser. C'était là, juste planté dans les sacs de charbon. C'est bon, Christelle? Ouais, c'est bon. Donc, c'était dans ce sac-là? Voilà. Et dans le cabanon hein. Ouais, mais on va vérifier. Ouais, on verra plus tard. On a un bout de temps pour en discuter ensemble. Dans le local à charbon. C'est bon? Allez, tu le masques et on le met dans le film. Encore un jeune qui va avoir affaire à la justice. À Cayenne, s'applique ce qu'on appelle le désastre des 3-50%. 50% de la population a moins de 25 ans, 50% des jeunes sortent du système scolaire sans diplôme et le taux de chômage des jeunes avoisine 50%. Dans cette cité, comme ailleurs en ville, les jeunes tiennent les murs toute la journée. Stewie est rappeur. Avec sa bande, ils ont diffusé ce clip sur Internet. Pour eux, ce n'est qu'une simple manière d'exprimer leur ras-le-bol. Vous vous sentez plus sud-américain ou français? Forcément. En Guyane, c'est l'Amérique du Sud, donc moi je me sens comme un Américain, franchement. Donc il y a un tas de phénomènes qui fait que c'est difficile en fait, je veux dire, aux Guyanais de s'intégrer dans le système français. C'est difficile. Ouais. Comment les jeunes ils se débrouillent pour s'en sortir? Si vous voulez avoir du taf en moins de 2, il faut que vous soyez monsieur ou madame Intel. Sinon, ça fonctionne sur le nom. Ça c'est sûr. Ou sinon ça fonctionne au visage. Surtout moi, c'est sûr, on n'a pas la gueule de l'emploi. C'est pour ça que ça pousse beaucoup de jeunes à voler, à braquer ou à dealer par exemple. C'est ça. C'est ça. Vu comment c'est parti là, franchement, je dis pas qu'on rentre droit dans le mur. Hein. Non, c'est pas ça. Parce que franchement, s'ils se révoltent, il y a beaucoup de raisons. Moi, je dirais qu'ils ne laissent pas forcément le choix aussi. C'est ce qui cause beaucoup de délinquance chez plein de jeunes. On va voler parce qu'on a besoin d'argent, on a besoin peut-être de manger. Il y a peut-être beaucoup de jeunes qui volent. C'est pas parce qu'ils ont envie de voler, mais peut-être parce qu'ils n'ont peut-être rien à manger, peut-être par exemple. Voilà. Parce que je sais pas, c'est difficile. En Guyane, il faut être débrouillard pour s'en sortir. Si on n'est pas débrouillard, c'est chaud. C'est chaud. Quand des gens gens comme nous, on a des problèmes, on va pas aller chercher, on va pas prendre ces chemins. On va prendre notre gueule, on va prendre un sabre, on va prendre tout ce qui nous saute par la main, c'est sûr. D'avoir un problème qui peut vraiment dégénérer, on ne voit pas les limitations de faire un danger grave. Vu la configuration de la Guyane, il y a aussi pas mal de trafic de drogue. Ben ouais, on est entouré que de pays autour de nous qui sont vraiment dans le système du business illégal. Donc, ouais, il y a le Suriname, il y a le Brésil. De bons voisins. Franchement, donc l'influence elle vient partout. Franchement, ici on trouve de tout. C'est comme pour un flingue. Ouais, c'est sûr. Tu peux avoir les contacts, bim bim. Oui, c'est facile de trouver une arme ici. Ouais, oui, à l'aise. Et s'il y en a parmi vous là, qui sont recherchés par la police ou pas? Pas à notre connaissance. Tu me saoules déjà. Tu me saoules déjà. La débrouille, le respect par la violence. Des clichés tout droit venus du rap américain. Dans cet appartement, on se fait tatouer et on aime jouer les gros bras. C'est facile d'avoir une arme? C'est facile. Il y a le Brésil et le Suriname. L'armurerie? Facile. Vous savez déjà comment ça fonctionne dans le monde. Une fois que vous avez de l'argent, vous obtenez ce que vous voulez. L'argent fait tout. L'argent fait tout. Sans papier. Ça vaut combien une arme? Comme ça? Ouais. C'est 150, 120.
Voilà. D'autres calibres, c'est 300. Ici, vous allez au cinéma, vous pouvez trouver des 38 en boîte. Mais ça, par contre, avec des gilets pare-balles, 400 € de gilets pare-balles. C'est 500, ça. C'est important d'avoir une arme ici. Pour se défendre. Vous en êtes déjà servi? 2-3 fois. Ça sert beaucoup pour faire des braquages ou des choses comme ça, ou c'est plutôt pour dans des affaires de bande ou... Voilà, dans des bandes, une fois un braquage. Puis voilà, pour se faire respecter. Pour ne pas se faire tuer, il faut tirer. Parce que celui qui a le même que vous, il ne va pas hésiter. Il ne va pas hésiter à vous tirer. Donc c'est celui qui presse le truc en premier. C'est celui qui vit. Ouais. Ça vous fait pas peur par rapport à la police ou à la gendarmerie? Parce que quand on a une arme, c'est plus grave. Il y a des risques. Il faut pas... Ouais, c'est comme dans tout, il y a des risques. Il ne faut pas se faire prendre. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres solutions pour s'en sortir ici Mais le monde, c'est comme ça qu'il fonctionne. Moi, je respecte tout le monde. Personne n'aime les keufs ici. Moi, je respecte tout le monde, mais il ne faut pas me chercher non plus. C'est pas honteux. Appel à la violence contre les forces de l'ordre ou simple provocation. Tous ces excès finissent généralement au palais de justice de Cayenne. Le tribunal dirigé par Bruno Lavieille manque de personnel et de moyens. Il croule sous les affaires. La spécificité peut-être ici, c'est que nous avons un tribunal qui fonctionne essentiellement sur le pénal. C'est difficile de vous donner un chiffrage, mais grosso modo, on est à peu près d'accord, je pense, avec monsieur le procureur pour dire que 60, 65, 70% de l'activité de la juridiction, c'est du pénal. Ce qui n'est pas du tout le fonctionnement des juridictions métropolitaines. Et le pénal, c'est du chiffre. Le pénal, c'est des masses de gens à juger pour des faits de violence, pour des cambriolages, pour des affaires de stupéfiants. Ce sont des mineurs. Et là, effectivement, nous avons une charge de travail qui est beaucoup plus lourde et beaucoup plus sensible qu'en métropole. Et comme ici, tous les délinquants sont armés, le sentiment d'insécurité est réel chez les commerçants. Vers 10 h du soir, 3 personnes sont venues. L'une d'entre elles était cagoulée, les autres pas. Une personne avait une arme à feu, une autre un couteau. Celui qui avait le couteau me l'a mis sur la gorge. L'autre est allé prendre l'argent dans la caisse. Celui qui tenait l'arme à feu a ordonné aux clients de sortir leur portable. Ils ont pris l'argent et se sont enfuis. Bien sûr que ça fait peur. Il m'a mis le couteau ici. J'ai été blessé. Je suis même allé à l'hôpital. Les vols et les braquages sont vraiment trop nombreux à Cayenne. La sécurité est vraiment mauvaise ici. Les agresseurs de Tianjin courent encore, mais au tribunal, les affaires s'enchaînent. Le procureur, Yvan Aurel, n'a pas le choix. Ici, il faut juger énormément d'affaires et très vite. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais nous sommes toujours au top, si j'ose dire, des départements les plus criminogènes. Et alors qu'on est une population relativement restreinte, puisqu'on doit tourner avec les clandestins aux alentours de 300 000 habitants, et on arrive quand même à des taux d'homicide extrêmement importants, puisqu'on a eu l'année dernière 14 homicides déclarés, parce que je ne parle pas des homicides en forêt qu'on ne découvre pas, parce qu'il y a un chiffre noir, donc ce qui démontre quand même une activité extrêmement importante. Et je ne parle pas des tentatives d'homicide qui doivent être de l'ordre de 74 homicides dans l'année. Est-ce qu'on rend la justice un peu différemment ici? C'est quand beaucoup de faits qui seraient peut-être passés dans certaines juridictions devant les cours d'assises vont passer en comparution immédiate. Nous avons des tentatives d'homicide qui sont caractérisées avec des blessures extrêmement graves qui vont être jugées dans les 48 heures parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir des dossiers d'assises construits et conduits jusqu'aux assises. On a énormément de faits de violence qui demandent une réponse rapide.
Et on s'aperçoit que si on laisse faire les choses, si il n'y a pas de réponse pénale, eh bien, les choses s'aggravent très très rapidement et on arrive à des situations extrêmement tendues. C'est-à-dire ? On a eu des règlements de compte à l'intérieur d'un bar et là, on a eu 11 personnes qui ont été déférées devant le tribunal. Il était fait que ce fait, si on ne l'avait pas traité, aurait engendré des répercussions dans les quartiers, puisqu'il y aurait eu des effets de vengeance, et donc la nécessité pour le tribunal d'être extrêmement réactif. Ce côté sud-américain, vous le ressentez, vous ? Ce que je ressens, moi, c'est qu'il y a un rapport à la mort qui est complètement différent qu'en métropole. C'est-à-dire qu'on va avoir un règlement de compte à coups de sabre pour des choses tout à fait vénielles, extrêmement graves, et peu de culpabilité de la personne qui a blessé son adversaire. C'est-à-dire, bon, c'est fait, il est mort ou il est blessé, je l'ai commis, je reconnais les faits, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas un sentiment de culpabilité qu'on peut rencontrer en métropole. Donc c'est une relation à la mort qui est complètement différente. Tout est différent en Guyane. Bien sûr, il y a les clichés. La belle vie, facile, sous la chaleur, en mangeant des fruits exotiques. Mais le dépaysement et le soleil n'excluent pas la misère. À Cayenne, il y a des gens qui dorment dans la rue, des gens qui ont faim. Une association, le RDS, leur vient en aide. Elle reçoit les plus démunis, essentiellement des toxicomanes et des alcooliques. Voilà, ben bon appétit et puis prudence hein, pour la flotte. C'est en fonction de leur consommation, puisque c'est vrai qu'il y en a qui arrivent dans de bonnes dispositions, mais parfois le produit modifie leur comportement, donc on est obligé en fait de s'adapter à leur comportement. Parfois on est obligé aussi de se protéger, mais bon, ça se passe généralement bien, puisqu'ils sont habitués avec nous, on essaye de créer un contact assez intéressant avec eux. Nous sommes vraiment la seule structure qui les accueille sans condition. De la nourriture, un toit, de l'écoute, mais aussi des soins. C'est ce que vient chercher Samir, un ancien marin pakistanais naufragé à Cayenne depuis plus de 20 ans. Comment tu t'es fait ça? Eh bien, on petit comme ça. Bon, comme ça, il tombait bien comme ça. Je vais te refaire le pansement. On doit prendre un rendez-vous pour aller regarder ça. Vous avez beaucoup de soins à faire comme ça? Comme ce sont des personnes qui sont SDF, la plus petite plaie, ça peut s'infecter et ça s'aggraver, donc on essaie de prévenir le plus que possible. Il faut arriver déjà à les motiver à se soigner. Ils ne voient pas l'importance de le faire dans l'immédiat. C'est le plus souvent quand c'est déjà bien aggravé qu'ils se présentent. Et après, c'est à nous de mettre des stratégies en place pour pouvoir les avoir à l'œil, quoi. Ça, tu vas le garder, tu vas passer nous voir demain matin. Tu pourras? Je ne prends pas de drogue. Je suis alcoolique. Et vous essayez d'arrêter l'alcool? Oui, sinon, je vais mourir. N'oublie pas, hein, demain tu reviens. Ok? On a beaucoup d'addicts au crack. Parce que malheureusement, le crack en Guyane est beaucoup moins cher que dans l'Hexagone. 4 à 5 fois moins cher. On a un tourisme malheureusement qui est en train de se développer autour du sujet. Donc ça, c'est extrêmement préjudiciable. On a qui vivent là depuis une quinzaine d'années. On essaye de plus en plus de leur faire comprendre qu'ici, on ne peut pas et on ne doit pas mourir ici. D'accord? Même si on a une petite cinquantaine d'années, il existe encore des possibilités pour travailler, pour trouver des stages. Le plus difficile dans ce cas-là, c'est faire comprendre, ça n'est qu'un lieu de transition. Monsieur Djorkevich ne pensait jamais pousser cette porte. Il ne se voyait pas comme les autres toxicomanes, et pourtant, c'est ici qu'il a ressuscité. La difficulté pour arriver, c'est de taper à la porte, quoi. On a quand même une certaine dignité. Voilà, ce qui hésite, moi, personnellement, ce qui m'a fait hésiter, c'est de retrouver des personnes que j'ai pas l'habitude, de côtoyer et que je ne pensais pas faire partie. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux? J'étais un peu en perdition, beaucoup en perdition. J'avais perdu de vue mes enfants et ma famille. J'ai pu les retrouver, des enfants que j'ai au Canada, que j'ai en Argentine. Comment vous êtes devenu addict à la cocaïne? J'ai commencé à consommer de la drogue sur le tard. Voilà, j'avais une bonne position sociale, j'avais de bons métiers. Et il m'est arrivé une grosse dépression du fait de 2 décès de ma famille qui ont été
2 décès de suite, quoi. Alors, grosse dépression, tentative de suicide. Et puis après, la drogue m'a noyé, m'a mis la tête sous l'eau. Mais je peux dire aussi que ça m'a sauvé la vie. Ça a été un refuge, la drogue. Ça vous aide à surmonter beaucoup de choses. C'est facile de trouver de la drogue ici Ah, c'est hyper facile. Hyper facile. C'est trop facile d'ailleurs. Et vous pensez que vous êtes sorti d'affaire aujourd'hui? Je touche du bois. Faut jamais dire jamais plus jamais, mais je fais tout en ce qui concerne rétablir ma situation, ma vie. C'est vrai que ça fait maintenant quelques mois que je suis au RDS. Donc si tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, de flash ou... En une journée, ça pouvait aller 50, 100. Pour un consommateur, même ceux qui sont dans la rue là, moi je dis, par jour, ils doivent dépenser au moins 50 € le minimum. Mais ça peut aller au maximum, plus de, des fois il y a 100, 200 €. Cayenne, c'est la France. Et sur ce continent rongé par la pauvreté, ils sont des milliers de clandestins à s'installer ici chaque année. Un afflux difficile à gérer pour l'adjoint au maire chargé de la sécurité. La Guyane, c'est la vitrine de la France, c'est la vitrine de l'Europe en Amérique du Sud. Nous avons des voisins au Suriname, au Brésil, qui ont des niveaux de vie qui n'ont rien à voir avec ce que l'on a. Et venir à Cayenne, venir en France, parce que quand ils viennent à Cayenne, ils viennent en France, cela peut représenter encore pour beaucoup l'Eldorado. Malheureusement, souvent ce n'est pas le cas. Les personnes qui vivent dans les squats, souvent se livrent à des trafics en tout genre. Il y a aussi de la prostitution, mais vraiment une prostitution très sommaire, dans des conditions d'hygiène, on va dire, déplorables. Et à partir de là, nous devons prendre des mesures. Actuellement, la municipalité a entrepris de détruire ces bidonvilles. Mais à Cayenne, le moindre terrain inoccupé, la moindre colline est tout de suite squattée. En quelques heures, des dizaines de baraques en tôle poussent. Et peu importe la boue, le manque d'hygiène, les risques d'éboulement. Et c'est difficile la vie ici? Ouais. Oui. Beaucoup difficile. Pourquoi c'est difficile? Pas facile pour personne qui travaille. Beaucoup de problèmes de l'argent. Et c'est très difficile. Tout est difficile pour les étrangers qui viennent d'autres pays. Qui viennent de l'autre pays. Et quand une personne Quand un Haïtien va au Brésil et obtient un visa, il s'installe ici, en espérant que sa vie va changer. Si la vie a changé, c'est un visa. La préfecture ne lui donne pas de papier pour percevoir les aides de l'État. Il n'a droit à rien. La maire de Cayenne dit que ça ici, il va falloir détruire les maisons. Ça, je ne suis pas au courant. Vous ne connaissez pas ça? Non, pas connaître ça. C'est possible. On ne peut pas craser pour laisser des gens dans la rue. C'est normal. Même si on te donne une maison, il faudra payer. Oui, même si c'est pas beaucoup. Et si ce que tu avais, tu l'avais investi dans cette maison, où est-ce que tu vas trouver des sous pour en faire une autre et la payer à nouveau? Ce n'est pas le fait d'écraser ma maison qui est important. C'est ce que je possède. Je suis sûre que c'est à moi. Alors s'ils démolissent ma maison, comment et où je vais trouver des sous pour payer une nouvelle maison? Ils sont juste passés recenser et relever les noms et dire qu'ils vont démolir, mais ça ne s'est jamais fait. Ça jamais fait. J'habite, mais c'est pas une maison, c'est une cabine. Une maison, c'est une grande maison qui est très jolie, mais ça, c'est pas joli. On dépannage pour habiter, pas de travail. Qu'est-ce qu'on peut faire pour habiter, pour fonder une maison jolie? Tous ces gens sont locataires. Ils payent un loyer à d'autres clandestins, arrivés un peu plus tôt et transformés en marchands de sommeil. Il n'y a plus. Et là, vous devez aller chercher l'eau où alors? Vous pourrez aller chercher l'eau chez la dame. On dit, la dame, s'il vous plaît, je vais monter de l'eau. Et puis, elle ouvre chez lui, et puis on trouve et après, c'est fait. C'est pas chez moi, c'est payé, je paye. C'est un loyer que vous Oui, payez? c'est un loyer, je vous paye. payez combien? 200 € le mois. 200 € le mois? Oui. Il y a combien de places?
Oui, plus un chemin ça, non? Plus l'eau et l'électricité. L'électricité vient chaque 2 mois. On paye 100 €, 150 €. L'eau, 100 €, 150 € parfois. Viens, bébé. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. La Guyane est grande comme l'Autriche. La mer, la jungle, les fleuves, des territoires encore vierges, une situation complexe pour le préfet, le plus haut représentant de l'État sur place. La difficulté ici, dans le domaine de la lutte contre l'insécurité, c'est qu'il faut lutter sur 4 fronts à la fois. Le front de la pêche, le front de l'or, le front de l'immigration illégale et le front de la sécurité publique. Donc le préfet doit avoir une gouvernance de toutes ces politiques de lutte contre la criminalité extrêmement resserrée et une présence physique sur le terrain dans les endroits les plus reculés de la Guyane ou de Cayenne. Au large de Cayenne, le nouvel Eldorado, c'est la pêche clandestine. Dans la région, ce sont les eaux françaises qui sont les plus riches en poissons. Par tous les temps, le patrouilleur des douanes est de sortie. Aujourd'hui, nous allons chercher des pêcheurs illégaux brésiliens qui pêchent dans nos eaux intérieures. Ils sont rodés à cet exercice, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas se laisser contrôler, d'une part, et ils sont assez vindicatifs, voire agressifs dans les contrôles. Ils n'hésiteront pas à se regrouper à plusieurs pour nous empêcher de monter à bord et essayer de nous éperonner, c'est déjà arrivé. Ensuite, pour monter à bord même d'un bateau qu'on aura ciblé et écarté du groupe, ils vont mettre des filets à l'extérieur du bateau pour nous empêcher de monter à bord. Ils vont nous lancer des projectiles et voir sortir des armes également. Ce bateau bat pavillon français, il n'aura pas de problème. Mais plus on se rapproche des zones de pêche, plus les bateaux non identifiés sont nombreux. On y va là? Allez. Tu peux compter sur moi. Je compte sur toi. Les douaniers savent que chaque intervention peut mal tourner. C'est donc armés qu'ils partent à la rencontre des pêcheurs clandestins. Allez, go. Faut aller derrière eux. Va sur eux direct là. Vas-y. Et il va vers nous celui-là, non? Non, il s'en va. Les pêcheurs prennent la fuite. Ils vont tenter d'aller se cacher dans la mangrove, à l'embouchure du fleuve, dans quelques centimètres d'eau. Non mais c'est pas grave, on avance, tu vois. Vas-y. On est embourbé là. Ah non, on n'est pas embourbé, avance. Sinon on va à la pagaie, hein. Qui c'est le capitaine? Adonji, capitaine. Capitaine aqui na Cidadão. Ok. Papel. Ouais, papel. Non, papel. Il n'y a pas de capitaine, ils n'ont pas de papier, ils ont rien tout. Celui-là, c'est là-bas. Il y a plein de poissons. Donc, ce qu'on va faire, tu vas te mettre comme ça, tu vas pousser le bateau de l'avant comme ça. Il faut absolument que la pointe, elle parte vers l'extérieur. Ouais, il y en a plusieurs de là-bas. Qui mettent le moteur en route, hein. Dans la base pour pas que nous on vienne les prendre. Et après ils attendent donc la marée haute et ils se dégagent. Mais là on a été plus fort qu'eux. Moteur, démarre pas. Il va démarrer, s'il démarre pas, on le brûle. Alors démarre le moteur. Bien tirer, parce qu'il faut pas qu'il aille dans la mangrove. Hein. Ouais. Sur le bateau, il ne reste que 3 jeunes pêcheurs. 2 sont âgés d'à peine 15 ans. Retour vers le patrouilleur pour vérifier les papiers, le chargement et lancer la procédure. C'est bon. C'est bon, ok. Vire devant aussi. Les cales sont pleines de poissons. Les marins brésiliens doivent tout rejeter à la mer. Des jours de travail, pour rien. Il y avait combien de poissons à peu près? 2 tonnes. Combien? 2 tonnes. Ah, c'est une grande caisse, hein. Elle est pleine là. Ah là, d'ailleurs peut-être 2 tonnes. Hein. Après les poissons, la glace subit le même sort.
Tout ce qui pourrait leur permettre de repartir en pêche doit disparaître. On vient du Brésil pêcher ici, prendre du poisson. C'est pour entretenir notre famille et nous aussi. C'est pour ça qu'on mène cette vie de pêcheur. On vient ici pêcher, prendre le poisson pour le vendre au Brésil. On a besoin d'argent. Parce que du côté brésilien, il n'y a pas ce poisson. Il n'y a du poisson qu'ici. C'est du côté français qu'il y a tout ce poisson. C'est pour ça que nous avons pris le risque de venir ici. Le plus vieux des 3 pêcheurs, il a à peine 18 ans, monte à bord du patrouilleur pour un interrogatoire qui s'annonce difficile. Tu parles anglais? Non, je parle que brésilien. Seulement le Brésil? Brésil. Seulement au brésilien. Combien de temps? 2 jours. 2 jours. Et les autres bateaux, combien de temps? Quand on est arrivé, l'autre bateau était déjà là. Après? Ok. Les autres bateaux sont venus après. Le capitaine a été dans l'autre bateau. Où c'est? Ok, vous signez ici. Procédure? Signe. Non, je sais pas écrire. C'est pas signé. Une croix. Une croix. On arrive à trouver les capitaines de bateau parce que quand ils sont isolés, le capitaine reste à bord, mais auquel cas la situation aujourd'hui, ils étaient 3 tapouilles et lorsque l'équipe de contrôle a décidé d'appréhender cette tapouille-là, le capitaine a eu le temps de sauter sur une deuxième tapouille brésilienne et de s'enfuir avec. Nous, on ne pouvait pas courser 3 tapouilles en même temps. Donc le capitaine a laissé les 3 marins à leur sort. Ce sont des lampistes, ce sont les pauvres gens, et c'est exceptionnel de tomber sur des mineurs à bord. C'est la première fois que le cas se présente à nous. Si la gendarmerie prend en charge, il risque de la prison. Alors là, la procédure sera plus lourde avec la capture de moyens de transport et également des personnes qui seront après juger si la situation le permet en comparution immédiate. Et là, le capitaine risque de la prison. Ouais. Faute de capitaine à bord, les douaniers laissent repartir ces jeunes pêcheurs, sans glace pour les frigos, ni poissons dans les cales. Ils n'auront droit qu'à un peu d'eau et d'essence, juste de quoi rentrer au Brésil. Mais dans quelques jours, ils seront de retour. La Guyane et Cayenne font toujours rêver.